Bien, alors je ne sais pas si c'est le machiavélisme des organisateurs ou le hasard, mais j'ai donc hérité du créneau juste après le repas, celui où tout le monde pique du nez et a envie de faire la sieste. Donc je vais essayer de vous transmettre une partie de mon énergie qui, même si elle n'est pas quantifiable, reste quand même physiquement très concrète. Voilà. Je fais un petit peu le syndrome de l'imposteur, là. Je connais très très bien l'ULB de façon très très indirecte, dans la mesure où ma mère, Paulette Van Gansen, et mon beau-père, Raymond Rasmont, ont enseigné ici pendant très longtemps, et où j'ai fréquenté le réfectoire à partir, je ne sais pas, 8 ans. Mais moi, je n'ai jamais dépassé le stade de la rhéto-latin science, qui m'a définitivement dégoûté des études postérieures. Et c'est un petit peu paradoxal, parce que je ne suis donc pas ce qu'on appelle un intellectuel, et pourtant, depuis 50 ans, je gagne ma vie en produisant, en exprimant et en vendant des idées. Et j'ai été amené, au cours de mon parcours, à devoir en fait en permanence inventer les concepts, je dirais, théoriques, qui m'ont permis simplement d'exister ou de travailler. Parce que logiquement, je ne devrais pas être devant vous ce soir, je n'aurais pas dû faire de la chanson du spectacle pendant 50 ans. J'aurais dû, comme pratiquement 100% de mes collègues qui ont commencé à chanter au début des années 70, arrêter, y compris quand c'était des gens aussi brillants que André Bialek, qui, après avoir fait 2 disques magnifiques, a complètement arrêté pour faire de la publicité, simplement parce que dans ce petit pays, c'est excessivement difficile de vivre en faisant uniquement son métier de musicien, ou de chanteur, ou de journaliste, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Ce qui fait que si moi j'ai survécu, c'est aussi parce que j'ai fait de la polyculture intensive, en ayant, comme on vient de le rappeler, 5 ou 6 cordes à mon arc. La dernière en date étant que je fais des frites aussi, puisque j'ai lancé le concept du concert-spectacle, une variante du dîner-spectacle, où je fais des frites pour les spectateurs et je chante après bien entendu, m'être lavé les mains. Je disais donc un petit peu, comme vous savez, dans l'album Lucky Luke, qui s'appelle, je crois, Le Far West, où ils construisent le chemin de fer dans le désert, j'ai été obligé de construire le chemin en face de moi, parce que rien n'était prévu pour quelqu'un qui faisait de la chanson française de la façon dont je l'ai fait. Je prenais l'exemple de Lucky Luke et de sa locomotive, c'était la même chose chez moi, sauf que, 1, il n'y avait pas de locomotive, et 2, il n'y avait pas de rail. Mais j'ai quand même dû, en permanence, inventer le chemin. J'ai eu la chance de commencer à chanter au tout début des années 70. C'était la queue de la comète, je dirais, des cabarets. Donc j'ai appris sur le tas, dans un petit endroit qui s'appelait le Grenier aux chansons. Et mon bagage culturel à l'époque, c'était d'une part la chanson française rive gauche, comme on disait, qui venait des années 50 et 60, et d'un autre côté le protest song, avec des gens comme Rudy Guthrie, Bob Dylan et John Baez, etc. C'était ça qui m'irriguait. Et moi, je chantais, comme beaucoup d'autres, la Révolution. Et puis, je me suis pris au mot, l'imbécile. Et au lieu de continuer à chanter, à 20 ans, après avoir donné une centaine de concerts en Wallonie et à Bruxelles, au moment où une superbe carrière de chanteur s'ouvrait devant moi, j'ai complètement arrêté d'exister comme artiste et je suis devenu un révolutionnaire professionnel, ce qui, chez moi, a pris la forme de militer à l'hebdomadaire Pour, où pendant 5 ans, je n'ai rien fait d'autre que parcourir la Belgique des luttes. On a commencé par me mettre pendant 3 mois à la cuisine de notre librairie, sans doute pour mettre le petit bourgeois que j'étais à l'épreuve de la réalité. Puis on m'a fait un jour écrire un article, on s'est rendu compte que je savais écrire, ce qui n'était hélas pas très courant parmi les camarades du journal. Et je me suis très rapidement retrouvé responsable de la rédaction. Et là, moi qui ne savais pas grand-chose, j'étais amené chaque semaine à devoir écrire sur tous les sujets du monde, que je ne connaissais absolument pas, et donc mettre en route cette espèce de mécanisme d'apprentissage qui consistait à comprendre des tas de choses que je ne connaissais pas, à les digérer et à les restituer auprès du lecteur, ce qui m'a beaucoup servi par la suite. Et d'un autre côté, j'ai aussi découvert ce pays qu'en fait je ne connaissais pas. Moi j'écrivais mes petites chansons au Grenier aux chansons, adolescent, romantique, lisant Baudelaire et
écoutait un Brassens comme un moine zen, mais là, tout d'un coup, j'ai découvert ce que c'était un syndicaliste, un paysan, une prostituée, un militant antinucléaire, un militant homosexuel. J'ai découvert toute cette Belgique, ce qui fait que lorsque je suis revenu à la scène, après ce passage, entre guillemets, militant pur et dur, j'ai pu écrire une chanson comme Le pays petit, que certains d'entre vous connaissent peut-être, chanté par Christian Stefanski, qui même 45 ans plus tard reste, je trouve, un joli portrait chinois de la Belgique. Mais si j'ai pu faire ça, si j'ai pu l'exprimer de cette façon-là, c'est sans doute parce qu'avant ça, pendant 5 ans, je me suis confronté au silence, ou plutôt, au lieu de parler, j'ai écouté les autres. Voilà, ça c'était, on peut dire, mon université populaire à moi tout seul. J'ai dû me construire un savoir que je ne connaissais pas au départ. Et donc, au début des années 80, je repars avec mon pied sur une chaise et ma guitare en corde-nylon, et je me retrouve avec le choc du réel qui est les années 80, où le monde de la chanson a complètement changé. Et où, là où je l'avais abandonné en 74, donc avec mon tabouret, mon pied sur une chaise et mes cordes en nylon, eh bien on est au début des années 80, c'est les boîtes à rythme, c'est les synthés, c'est la pop musique. Toutes les idées qui sont celles des années 60 et 70, on les a foutues à la poubelle, et ce qu'on met à la place, c'est le culte de l'entreprise, de l'argent, patati patata. Donc je fais un disque en 82, notamment avec Jeanne Ogélis qui veut bien me prêter ses cordes avec son quatuor Halvenalf sur des arrangements de feu Paolo Radoni. Ça marche très bien, je l'avais fait en souscription, j'en ai vendu je crois 400 en souscription avant, et puis après on en a finalement vendu 1500 je crois, ce qui pour un petit truc autoproduit était pas mal. Je commence à faire des concerts, j'en fais un deuxième en solo en 84 avec Charles Lelause, et puis je me rends compte vraiment que je suis là comme un ovni, c'est-à-dire que personne ne me programme à la radio, les organisateurs sont bien gentils, il y a toujours un public qui vient me voir, mais je ressens profondément que si je ne mute pas, si je ne me transforme pas, je vais disparaître. Et donc, je suis obligé de réfléchir à mon rôle dans la cité, à la façon dont le monde de la musique est organisé et s'exerce, ce qui va m'amener, je vous en parlerai tout à l'heure, à croiser la route de la religion, mon Dieu. Mais là, pour le moment, j'en suis pas encore là. Simplement, j'essaye d'exister. Et très curieusement, je commence par faire cette analyse de l'évolution de la musique. J'en fais un texte qui est publié comme carte blanche en 1985 dans Le Soir. On vous donne même 5 000 francs belges pour ça. À l'époque, Le Soir payait les cartes blanches. Maintenant, il faut payer pour pouvoir en avoir une. Vous voyez, le monde de l'entreprise a changé. Et assez curieusement, je dis ce que je vais faire, c'est-à-dire un petit spectacle théâtralisé, patati patata, audacieux, et je le fais. Je fais comme, paraît-il, certains physiciens ou certains mathématiciens font, quand ils sont, paraît-il, géniaux. Ils connaissent la réponse de l'équation, et puis après, ils doivent passer 2 ou 3 ans pour essayer de trouver la façon d'y arriver. Mais ils anticipent le résultat. Eh bien, j'avais fait ça avec ce spectacle, qui va s'appeler Ode à ma douche, qui était un spectacle de chansons, mais théâtralisé avec une mise en scène dans un décor de salle de bain. Ceux qui l'ont vu généralement s'en souviennent, vu que la première chanson, je sortais à poil de la douche, je faisais un striptease à l'envers sur la première chanson et je chantais une chanson sur la masturbation. Donc inutile de vous dire que dans ce contexte-là, généralement, au moins on se souvient du spectacle, qui d'ailleurs après ça a tourné 330 fois, je crois, sur les 3 continents, enfin du moins en Europe et au Québec, 2 continents. Voilà, donc je tourne avec ce spectacle-là, et puis je vis ma vie de chanteur et de comédien aussi, parce que j'avais commencé à faire de la chanson aussi. Et je me retrouve à un moment où donc je monte parallèlement plusieurs dizaines de spectacles de théâtre ou de spectacles de cabaret, et arrive un moment où le ministre de la Culture de l'époque, c'est un moment où au niveau du gouvernement, on estimait qu'il fallait réduire les coûts sociaux et les coûts culturels, donc diminuer les subsides et diminuer les crédits, alors que jusque-là, dans les années 50 et 70, la Belgique, enfin plutôt Bruxelles et la Wallonie, avaient plutôt été en pointe au niveau d'éducation permanente, au niveau de culture. C'est à ce moment-là qu'on a mis sur pied tout le réseau des maisons de la culture, tout le réseau des maisons de jeunes, le réseau des foyers culturels, réseau dans lesquels culturellement on travaillait beaucoup, et trouver des lignes budgétaires pour pouvoir payer les jeunes compagnies.
Et là, tout d'un coup, donc, on va réduire ces subsides, et le ministre de l'époque dit que nous sommes trop nombreux. Nous, les artistes, par rapport à la demande, nous sommes devenus trop nombreux, qu'il va donc falloir couper les branches mortes. Alors évidemment, on se regarde tous un petit peu en chien de faïence en se demandant qui est la branche morte, si le couperet va tomber sur nous ou sur un de nos voisins. Et on se bat à l'époque contre ces décisions ministérielles et on forme ce qu'on appelle les États généraux du jeune théâtre, dont je suis élu vice-président. Et là, de nouveau, je suis obligé de réfléchir théoriquement à quelle est ma place, quelle est la place de mon travail, quelle est la place de la culture, par rapport à des gens qui me disent qu'en fait je suis de trop, qu'en fait on ne sert à rien. Et j'écris un texte qui s'appelle « Pour en finir à la culture » dans ce merveilleux livre que j'ai écrit il y a 30 ans et sur lequel je vais m'appuyer pour lire la suite, parce que si je me suis cassé le cul pour écrire des belles phrases et prendre des exemples un petit peu imagés, ce n'est pas pour essayer de continuer à faire du blabla comme aujourd'hui. Donc je vais profiter du travail que j'avais fait il y a 30 ans et j'espère pouvoir vous en faire profiter. Voilà, c'est la partie la plus théorique de cet exposé dans lequel on va finalement et enfin croiser la religion. Ceci s'adresse donc notamment aux ministres et au pouvoir subsidiant. L'homme est un animal social très particulier. Il se perçoit avant tout comme individu, et c'est sa liberté de penser qui est à la base de l'extraordinaire capacité collective d'adaptation et d'évolution de son espèce. Il n'est pas comme les abeilles et les fourmis, chimiquement programmé pour vivre dans une métropole. Il y aurait des choses magnifiques à dire par rapport aux fourmis et aux abeilles, dont toute la vie est dans leur code génétique, y compris leur langage. C'est un truc extraordinaire, mais ce n'est pas le sujet. L'instinct seul ne les pousse pas, comme les loups et les kangourous, à vivre en bande sur un territoire. Ce qui, depuis la nuit des temps, tisse le lien social et fonde une communauté humaine, c'est à travers la transmission orale de comportements et d'idées, un investissement considérable dans le champ du symbolique, du sacré et du culturel. C'est même pour certains ce qui distingue les grands singes des premiers hominidés. Aucune raison économique ne peut expliquer pourquoi dans les sociétés les plus archaïques, les plus démunies de tout, une telle énergie a été mise pour peindre des grottes, bâtir des temples ou élever des pyramides. Il n'y a aucune raison économique à ça. Quelque part, c'est absurde. On dirait que c'est de l'argent qu'on dépense pour rien, et pas peu en plus. Si ce n'est que les sociétés qui avaient ainsi investi dans le champ symbolique se sont probablement montrées plus fortes, plus unies, mieux organisées, et ont ainsi pu survivre et se développer pendant que les autres se délitaient. Et donc, sans entrer dans un débat théologique, Dieu existe-t-il et quel est l'âge du capitaine? C'est surtout la religion qui, un peu partout, a joué ce rôle fondamental de lien social, comme elle continue d'ailleurs à le faire dans une grande partie du monde. Et là, j'arrive à un autre chapitre qui parle de la religion. Attention, j'ai quand même préparé les choses. Parce qu'il y a une chose qu'on peut quand même constater, c'est que le phénomène religieux est extrêmement présent dans pratiquement toutes les sociétés du monde. Alors, si on essaye de trouver la cause de ça, à mon avis, il n'y en a que deux. Soit Dieu existe, et c'est très emmerdant pour nous, soit c'est que la religion doit jouer un autre rôle qui n'a rien à voir avec Dieu, mais qui a à voir avec l'organisation des sociétés elles-mêmes. Et c'est ce que je crois. Et ce rôle-là, c'est ce rôle de construction, entre guillemets, d'un lien social. Pourquoi, dès lors, cette tentation historique des hommes à toujours vouloir se fédérer autour d'une aussi hypothétique loi de Dieu? Parce que les religions offrent des réponses, fussent-elles mythologiques, à ces questions essentielles que sont les mystères des origines, la recherche d'une morale commune, la difficulté de vivre l'angoisse d'une mort annoncée. Avant que la recherche et les sciences humaines ne viennent à leur tour, en tâtonnant, nous aider à mieux vivre notre humaine condition, quelle autre voie les sociétés traditionnelles auraient-elles pu emprunter? Dans ces sociétés fermées, figées dans des structures sociales récurrentes, où le fils mourait dans le monde où était né son père, la loi de Dieu a ainsi pu, face à un univers terrifiant et inconnu, renforcer le lien social et nous proposer une première interprétation de la réalité.
Peu importait dès lors que cette pensée magique, rationnellement absconse et toute fumante encore des ténèbres du passé, soit née du rêve d'un fou, d'un sorcier ou d'un poète. Et attention ici, une image botanique particulièrement pertinente, comme le tuteur, on est dans la botanique, hein, le tuteur, bâton stérile, arbre mort, soutient l'arbre vivant et l'aide à grandir, la religion, embryon de cosmogonie, prothèse de rationalité, ébauche de loi commune, ainsi pu aider les premières sociétés humaines à se penser et à s'organiser. Par contre, disais-je par rapport à ça, dans un monde en perpétuel mouvement où chaque tribu habite déjà le village planétaire, la loi de Dieu est devenue un terrible facteur de régression sociale. Ah oui, parce que chacun a son Dieu, universel évidemment. Et elle condamne en effet les sociétés qui s'y abandonnent à stérilement répéter tous les gestes du passé, quand l'évolution des sciences, des techniques et des idées les obligerait en permanence à inventer de nouveaux liens sociaux. Et elle pousse à la guerre des tribus qui, parce qu'elles tiennent toutes leur Dieu particulier pour absolu et universel, prétendraient imposer à la terre entière une béquille qui déjà aujourd'hui est bien en peine de supporter le poids de leur propre existence. Je retourne donc à la culture. Voilà. Dans une société moderne et démocratique qui est donc, comme c'est en principe la nôtre, débarrassée de la religion, ou du moins pour la majorité d'entre nous, qui n'est donc plus cimentée ni par une religion transcendante, ni par une idéologie totalisante, car la religion a parfois eu dans l'histoire un certain nombre de concurrents, comme le nationalisme, par exemple le national-socialisme qui prétendait régir, entre guillemets, totalement la vie des gens, ou le marxisme-léninisme qui prétendait aussi tout expliquer, depuis l'économie jusqu'à la morale et à la conscience, à travers une espèce de science de l'histoire et de science de l'homme. Mais une société donc qui n'est plus habitée ni par une religion, ni par une idéologie totalisante, où cette recherche de sens, où ce travail de socialisation peut-il s'opérer? Où pouvons-nous collectivement nous approprier cette dimension symbolique, partager une langue, une mémoire, un imaginaire, nous initier au mystère de la vie et des origines, aux ruses de l'amour et à l'angoisse de la mort, interroger la morale, questionner nos valeurs communes, esquisser un rapport critique à l'histoire et aux structures sociales, dessiner l'ébauche d'une cosmogonie, ou, si ce n'est précisément, dans le champ culturel. C'est là, c'est dans les livres, dans les films, sur les scènes, c'est là et nulle part ailleurs que le lien social peut aujourd'hui se tisser et se retendre. Ne pas comprendre cet enjeu, c'est mettre en danger de mort ce qui fonde l'existence même de la cité. Car la nature a horreur du vide, et si cette crise identitaire ne se résout pas dans le champ culturel, elle se résoudra ailleurs, de façon sauvage, dans la tête, par la résurgence de tous les intégrismes, dans la rue, par la dislocation du lien social, et dans les urnes, par la montée des mouvements xénophobes et nationalistes. Parce que le nationalisme, c'est très facile. Devenir un militant socialiste, par exemple, c'est quelque chose de compliqué, c'est un combat de tous les instants. Mais pour être breton, il suffit d'être un artichaut peut être breton. Pour être de Zélande, il suffit d'être une moule. Vous voyez la différence. Donc le nationalisme, c'est vraiment l'idéologie la plus primaire, celle qui est à la portée de n'importe quel imbécile, c'est le sens naturel de la pente. Et c'est pour ça que, en cas de crise et de complexité, c'est souvent de ce côté-là que ça tombe. Il disait, c'est encore plus vrai ici en Belgique, dans ce pays imaginaire, ce pays en perpétuel chantier institutionnel. C'est encore plus vrai aujourd'hui en Europe, alors que se dessinent de nouvelles frontières politiques. Jamais le besoin social de culture n'a été aussi fort. Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est un plaidoyer pro domo. Face à ce ministre qui nous disait qu'on ne servait à rien, je lui réponds, non seulement on sert à quelque chose, mais ce que nous faisons, c'est l'essence même de ce qui nous fait notre humanité. Donc, s'il vous plaît, monsieur le ministre, ayez un peu plus de considération par rapport à nous. Ça, c'était l'aspect, disons, le plus idéologique. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect, je dirais,
plus industrielle, parce que nous sommes aussi des produits culturels censés répondre à un marché. Et j'ai aussi dû faire l'effort d'essayer de comprendre comment le monde de la musique avait évolué depuis un siècle, mettons. Et c'est assez impressionnant quand on réfléchit à ce qui se passe. Moi, je pensais en fait, j'avais à l'époque, par rapport aux Bretons, ou aux Québécois, ou aux Irlandais, un terrible complexe. C'est que j'avais le sentiment qu'ici, en Wallonie et à Bruxelles, nous étions privés de ces racines musicales propres et autochtones, que ça n'existait pas chez nous. Et puis, en fait, j'ai découvert que cette identité existait en Wallonie et à Bruxelles, et même en Flandre. C'est un mouvement incroyable qui était celui des fanfares et des harmonies. Vous savez sans doute que c'est à Dinan qu'a été inventé le saxophone, comme s'il portait au bord de la Meuse les tubulures des anciennes entreprises sidérurgiques. Et ce mouvement, à l'époque, donc, avant la Première Guerre mondiale, il y avait 100 000 personnes qui pratiquaient concrètement la musique en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. 100 000 personnes. Et pourtant, de ce formidable mouvement musical, lorsque j'ai fouillé les choses à la Bibliothèque royale, il y avait un seul petit opuscule de 60 pages qui avait été écrit à l'époque par Robert Mangermé. Et donc ce mouvement musical incroyable, qui était notre identité musicale à nous, avait complètement disparu des écrans. Et alors non seulement ça, mais j'ai découvert que dans ma propre famille, mon arrière-grand-père paternel, Joseph Van Gansen, avait fondé la fanfare socialiste de Vilvoorde, qui s'appelait de Broederheid, dans laquelle Eris Kram, qui a joué sur mon album en fanfare, a fait ses premières classes comme trompettiste. Et mon grand-père lui-même avait joué dans un grand orchestre de jazz dansant de l'après-guerre qui s'appelait à Bruxelles Roger Rogers and his Show Band, qui était bien entendu un orchestre 100% bruxellois et pas du tout américain. Mais il y avait donc toute cette culture-là dans ma propre famille. Je me croyais privé de racines et j'étais simplement assis dessus. Eh bien, en 50 ans, ce mouvement de praticiens de musique s'est d'abord transformé en consommateurs de musique. Les gens ont arrêté d'en faire, ils ont commencé à acheter des disques avec lesquels les gens en faisaient. Mais il y avait encore des salles de concert où les gens pouvaient se réunir avec cette dimension collective de pouvoir vibrer ensemble face à la musique dans une salle de concert. Et de là, on est passé 50 ans plus tard encore à la société des écrans, la société, on pourrait dire, télévisuelle. Au lieu d'aller au concert, on regarde les choses à la télévision, et maintenant on regarde les choses sur son écran d'ordinateur ou sur son écran de téléphone. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où on pratiquait soi-même la culture à un monde où on la consommait, mais où c'était encore une consommation collective, à un monde où se retrouve chacun solitaire face à un écran. Et donc ça a profondément changé de nature, et il faut continuer à adapter nos propres moyens d'existence, à essayer de lutter contre ça pour continuer à exister. C'est pour ça donc qu'en faisant mes fameuses frites, j'espère pouvoir ramener les gens dans les salles de concert, parce qu'il y a une chose encore qu'on n'a pas inventée, c'est les ordinateurs avec sauce mayo. Et je terminais donc mon petit article et mon adresse au ministre de la même façon que vous, de ce que je veux faire par rapport à vous, c'est puissions-nous donc provisoirement conclure, ô princes qui tenez la culture dans vos corsets budgétaires, si notre sort ne vous émeut pas, souciez-vous au moins du vôtre, car en sacrifiant la culture, c'est la cité même que vous condamnerez, et avec elle ceux qui la gouvernent. Je vous remercie.